Je vous connais depuis un peu plus de 2 ans puisque vous me coachez. J'ai ce plaisir et cet honneur et donc je suis très content d'introduire un thème qui me porte à cœur, qui me tient à cœur, qui est le thème en fait que moi je considère et que je vais essayer de simplifier comme le passage de fondateur à dirigeant. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu la chance d'accompagner de nombreuses startups. Certaines sont des très belles réussites, d'autres des échecs. Parfois, c'est à cause du marché, parfois, c'est à cause de la concurrence. Mais souvent, il y a quand même un sujet clé qui est la capacité de transformation du fondateur. Il y a des injonctions et ce pourquoi on a été choisi pour porter justement l'argent des autres et bien l'utiliser, c'est pas ce pourquoi on va être bon après. Une fois que la levée de fonds avait été réalisée, de dire à l'entrepreneur « Attends, là, ce qu'on a fait, c'est le niveau 0 en fait. Donc on n'a rien réussi là. Si demain là ça s'arrête, ça vaut rien ce qu'on a. » Et puis le dirigeant est cramé. En fait, il est cramé parce qu'il s'est consumé de l'intérieur, de stress, d'angoisse, etc. Et à montrer que tout va bien et à montrer que ça va et à essayer plein de choses, il est, un peu démuni. Et soit il part, soit il est tutélisé par ce que nous on appelle un cheveu gris. L'équilibre n'est jamais figé, ne peut jamais être terminé. On peut juste dire, à un temps T, je suis en maîtrise du cercle vertueux dans lequel je suis, et je cherche à le maintenir, et je suis vigilant à tous les éléments qui pourraient le corrompre ou le transformer en cercle vicieux. Et je crois que s'il y a quelque chose que les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs doivent entendre aujourd'hui, c'est « vous n'y arriverez pas seul ». Moi, je l'ai dit que je vous posais la question à vous. Ah ouais, non, tu vas répondre aussi. Hein. Ah, tu vas pas ça m'a donné envie de répondre. On est 3 grands bavards, donc il faut se méfier. Bonjour à tous, je m'appelle Jean et avec Félix, nous formons le binôme de coach Punchy depuis 2018. Notre métier, c'est d'accompagner les dirigeants dans toutes leurs interrogations, que ça va des enjeux relationnels aux questions stratégiques. Donc vous nous suivez peut-être déjà dans Punchline, qui est notre newsletter mensuelle. Aujourd'hui, on vous présente Punch Time. Dans chaque épisode, un invité va nous poser des questions sans retenir ses coups sur des enjeux de leadership, ce qu'on appelle un dilemme qu'il a choisi dans sa vie de dirigeant, qu'il a rencontré ou qu'il a vu chez des dirigeants qu'il côtoie. On va parler de ça sans tabou, sans filtre. On va parler de choix cornéliens, d'émotions difficiles. Et aujourd'hui, on a la chance, avec notre invité Mathieu Jarry, le cofondateur de The Moon Venture, qui a beaucoup de casquettes, qui est investisseur aussi, qui est à sa façon aussi coach de dirigeants, qui est évidemment entrepreneur. On va parler d'un sujet qu'on a préparé tous les deux et dont Félix n'est pas au courant. Donc vas-y Mathieu, je te laisse la main. Évidemment, si tu veux compléter ta présentation, je t'en prie. Mais sinon, à toi les manettes pour nous partager le dilemme que tu as choisi. Déjà, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être là avec vous. En courte présentation, donc aujourd'hui, je vais avoir 40 ans cet été. Je suis père de famille, j'ai 4 enfants. C'est aussi du coaching et une petite entreprise, comme on dit souvent ensemble. J'ai une première vie, j'ai fait 13 ans de gestion de fortune et depuis, effectivement, j'ai créé une société d'investissement qui a vraiment comme singularité d'être très proche des startups et de les accompagner pour réussir la croissance et l'hypercroissance afin de terminer sur des succès. Je vous connais depuis un peu plus de 2 ans puisque vous me coachez. J'ai ce plaisir et cet honneur et donc je suis très content d'introduire un thème qui me porte à cœur, qui me tient à cœur, qui est le thème en fait que moi je considère et que je vais essayer de simplifier comme le passage de fondateur à dirigeant. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu la chance d'accompagner de nombreuses startups. Certaines sont des très belles réussites, d'autres des échecs. Parfois, c'est à cause du marché, parfois, c'est à cause de la concurrence. Mais souvent, il y a quand même un sujet clé qui est la capacité de transformation du fondateur. Pour essayer d'imager ça, je vais essayer de t'expliquer à toi, Félix, puisque tu découvres un peu le concept et le dilemme sur lequel on veut t'emmener. Souvent, pour imager, pour moi, le fondateur, si on prend un exemple, c'est 3 copains dans une cuisine qui se disent à un moment, tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas de lancer un petit resto italien, de faire des petits plats ensemble? Et donc, il y a toute cette phase qui est la phase de la création, puisqu'ils sont dans un quartier, ils trouvent que la restauration est pas terrible, que c'est pas du tout l'âme qu'ils aimeraient donner. Et donc, ils ont un moment où ils sont dans cette cuisine, où ils vont essayer de trouver leurs petits plats, où ils vont avoir tous ces moments d'échange, ils vont aller acheter leurs aliments, ils vont réfléchir au concept, au marketing, à la communication. Ils vont poser un peu tout ce sujet-là. Et puis donc ça, c'est toute la partie fondation.
Et pour moi, à un moment, il y a ce qu'on appelle la transformation, où le fondateur, en fait, n'est plus sur l'idée, mais plus sur l'exécution. Et si, en fait, on se projette 5 ou 6 ans plus tard, c'est un restaurant avec 300 personnes tous les jours, c'est 20 personnes en salle, c'est 15 personnes en cuisine, c'est des campagnes de communication, de marketing à grande échelle. Et là, on n'est plus du tout, en fait, dans le côté fondation, le côté effectivement de on bricole, mais on est vraiment dans l'exécution. Et donc, il y a des challenges qui sont vraiment importants, qui sont la capacité à s'entourer, à vraiment avoir des personnes qui vont être des relais. On ne peut pas être à la fois en cuisine, à la fois acheter les aliments, à la fois en salle. Donc, il faut savoir se reposer sur les bonnes personnes. Est-ce que Elsa, qui était là au début, quand elle mijotait ses petits plats à côté, qui faisait à la fois les photos, à la fois l'achat d'aliments, c'est la bonne personne pour être à l'achat ou aux cuisines? Est-ce qu'à un moment, il faut la remplacer? Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Il faut être le VRP, le représentant, celui qui va être capable de porter l'image. Et du coup, il y a des transformations qui sont énormes, en fait, pour le fondateur qui n'a pas forcément managé des gens, qui n'a pas forcément l'idée d'une entreprise. Et donc, c'est des étapes qui sont dures à franchir. Et le dilemme aujourd'hui et la question que j'ai envie qu'on essaye de voir, c'est est-ce que tout le monde est capable, en fait, de réussir cette transformation? Et en fait, si pour ceux qui peuvent le faire, comment est-ce qu'on peut réussir à se tracer un chemin où justement on reste dans l'écoute, on reste dans la recherche de performance, dans l'envie de se renouveler. Et c'est ça que j'ai envie de creuser parce qu'en fait, c'est mon quotidien. Moi, j'ai des convictions. J'ai encore beaucoup de choses en fait qui méritent d'être challengées. Mais j'ai envie de pousser ce thème-là avec vous. Il est trop bien ce thème. Alors Félix, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire plein de trucs. J'ai plein de trucs qui m'ont traversé. Prends ton temps. La question, c'est surtout par quoi commencer. Tu as très bien décrit, je trouve, le rôle du fondateur. Tu as bien décrit le rôle du dirigeant. Il y a forcément, du coup, Je pense que la question, c'est la transition. C'est ce moment, cet angle-là. Et ça nous arrive assez fréquemment dans les accompagnements d'arriver à ce moment-là. Très rares sont les fondateurs à l'étape de fondation et de création qui se font coacher. Je suis même pas certain que ça fasse totalement sens. C'est même pas sûr. C'est plutôt un besoin pour les dirigeants ou pour les aspirants dirigeants. Et la première chose qui m'a traversé, c'est presque aller dans le sens inverse de ce que tu disais. Parfois, on voit des dirigeants qui, pour vouloir incarner le dirigeant, oublient d'être des fondateurs, c'est-à-dire oublient d'être des créateurs. Oublient que l'entreprise qu'ils ont entre les mains, ils l'ont créée. C'est donc quelque chose qu'ils peuvent modifier, qu'ils peuvent adapter. Ouais, je me permets de rebondir parce que je trouve que c'est ce que tu dis est extrêmement intéressant parce que c'est en fait un fondateur qui réussit cette mutation à être dirigeant, donc à piloter son entreprise et qui garde son âme. C'est les boîtes qui vont le plus loin et le plus haut en fait. Parce que c'est pas évident quand tu es, par exemple, il y a beaucoup de fondateurs qui à un moment sortent parce qu'ils trouvent plus cette place. Ils n'ont pas réussi à prendre cette place de dirigeant. Des dirigeants qui arrivent et qui n'ont pas forcément l'âme. Et du coup, il y a un moment des chocs de culture. On peut réussir à retrouver cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment chez ce fondateur cet intérêt de garder presque ce regard d'enfant qu'il pouvait avoir sur son entreprise, en fait. Très souvent, on vient réinsuffler effectivement cette liberté-là, de dire en fait, c'est ta boîte, tu l'as créée, et donc il faut que tu continues à la créer. Est-ce que les processus, la culture, la manière dont tu recrutes, est-ce que tout ça te ressemble? Et si ça te ressemble pas, ça veut pas dire que c'est pas performant, ça veut dire que toi, tu peux pas l'être dedans. Donc tu peux pas y trouver ta place. Donc tant que ton entreprise, c'est toi qui la dirige, il va falloir que ces processus te ressemblent et que tu puisses du coup t'investir à 100% dedans et qu'elle t'apporte de l'énergie en même temps que tu lui en apportes. Et du coup, je me permets juste un rebond par rapport à ce que tu dis. Est-ce que déjà tu sous-entends dans la réponse qu'en fait, à un moment donné, tu peux trouver le chemin de la performance et comprendre à ce moment-là que tu n'as pas l'âme d'un dirigeant et qu'il est temps de partir, que que la mutation et la marche est parfois trop grande ou trop compliquée à faire soi-même. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà, on peut déjà partir sur une semi-conclusion que tout le monde n'est pas fait ou n'a pas envie d'être dirigeant. Je dirais que si on prend un cas théorique de l'entreprise démarre à 0 employé et finit à 10 000 employés à travers le monde. Le métier de leadership de cette boîte ne sera pas du tout le même à plein d'étapes différentes. Et donc, peut-être que mes aptitudes naturelles vont me rendre extrêmement enthousiasmant dans le début, que je vais engager des VC autour de moi alors que j'ai rien qu'une idée, que mes premiers employés auront une fougue incroyable et donneront vraiment le meilleur de leur créativité.
mais quand il s'agira de gérer un board extrêmement complexe, avec des enjeux politiques très compliqués aussi, des enjeux financiers qui dépassent aussi la capacité de calcul individuelle, peut-être que je serais plus la bonne personne parce que je prendrais plus de plaisir à ça. Tout simplement, je peux être très malin, très adaptable, Bien très sûr. capable, mais est-ce que c'est bon pour moi de faire ce truc-là? Et donc, dans ce processus, il y a peut-être un moment qu'il faut savoir identifier pour dire, en fait, là, il faut que je passe la main. Du coup, j'aimerais rebondir sur Ouais. quelque chose. Vous parlez beaucoup de... En fait, j'ai l'impression que dans ce sujet, il y a plusieurs sujets. C'est pour ça qu'il Il est y en a plein. intéressant, parce que quand on dit qu'il faut passer de fondateur à dirigeant, on se dit, bah oui, évidemment, il y a cette énergie créatrice, on voit le gars avec son storytelling, tu sais, qui est un peu presque fantasque, qui croit énormément en sa vision, et on se dit, on va lui faire confiance à ce gars-là ou à cette nana-là. Et on voit ce côté, à un moment, il faut apprendre à recruter, gérer. On parlait avec Mathieu dans la préparation tu crées le plat dans ta cuisine, tu fais un plat magnifique, mais si tu as un restaurant et que tu as 200 personnes dans ton restaurant, c'est pas pareil d'envoyer le même plat, et tu pourras pas envoyer le même plat que tu as dans la cuisine. Ce sera pas forcément les mêmes personnes qui seront bonnes pour les mêmes choses non plus. Et être à la création et être à un peu plus l'industrialisation, en tout cas les process, c'est pas pareil. Mais on se dit aussi que dans ce sujet, on a l'impression qu'il faut garder un peu son âme de fondateur tout au long de son aventure entrepreneuriale. Et c'est pour ça que je rebondissais sur ce que tu disais, Félix, parce qu'il faut que notre entreprise et nos process nous ressemblent. Pourquoi tu as dit qu'il faut que ça nous ressemble? Parce que c'est pas forcément si intuitif que ça. Oui, c'est un leitmotiv. C'est que si tu fais quelque chose qui te coûte beaucoup, c'est un leitmotiv de nos accompagnements, qui te coûte à faire. Tu peux le faire, tu peux t'adapter, mais tu peux pas le faire tout le temps. Non. Si tu fais, mettons, un marathon sans entraînement, mon frangin a fait un marathon sans entraînement. Il en est capable, il a la capacité physique, il a une très bonne... il joue au football depuis des années et des années, il l'a fait. Ça a été quand même très douloureux. Hein. Il a douillé pendant le processus et il l'a pas refait. Jean, il s'est entraîné, il en a fait 5. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr. Parce que ça lui correspond mieux, c'est quelque chose, il aime bien courir, il aime bien faire du jogging en fait. Ça lui fait du bien, ça le nourrit dans son quotidien, ça lui permet de trier sa pensée. Donc, faire des choses qui nous rapportent de l'énergie nous permet de les faire en continu et du coup de rôder de la technique, de l'expérience, le faire de mieux en mieux, etc. Et du coup, la question un peu sous-entendue par rapport à ça, c'est est-ce que, en fait, quand tu donnais ton exemple de je pars de 0 et je suis jusqu'à 10 000, est-ce qu'en fait, c'est possible d'évoluer pour justement passer de fondateur à dirigeant et avec tout ce que ça va entraîner, hein. Tu parlais tout à l'heure du rapport aux actionnaires, aux salariés, tout ce qui va se passer. Est-ce que c'est possible d'avoir cette évolution et de garder le même plaisir tout le long, en fait? Je pense que c'est théoriquement possible sur le papier. Si on voulait en faire l'expérience en étant conscient de ça, en disant t'inquiète, Jean-Guy, tu vas faire ta boîte. Et puis on va t'accompagner parce qu'on sait qu'à telle étape il va se passer ça, et anticiper et préparer déjà, entraîner en fait à des nouvelles compétitions le sportif de haut niveau. Je pense que théoriquement ce serait possible, mais dans les faits ça se passe pas comme ça. Non. On atteint des plateaux, on bloque. Au début on a honte, on a l'impression que c'est soi qui a un problème ou qui n'est pas assez, etc. Puis ensuite on finit par se faire accompagner ou on discute avec la bonne personne qui nous ouvre les yeux, on se remet en question, blablabla, on progresse, on incarne quelque chose de nouveau. Et ensuite, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Et si ça nous plaît pas, on passe à autre chose. Et si ça nous plaît, on peut continuer éventuellement. Parce que ce qui est aussi hyper important par rapport à ce que moi je vis au quotidien avec les startups, c'est aussi ce côté où en fait derrière, à partir du moment où tu as des investisseurs, tu as une obligation de résultat et une pression pour avancer en fait. Et nous, les plateaux, on n'aime pas trop les plateaux. Non, c'est pas génial. C'est pas notre kiff. On préfère les vraies étapes de montagne quand ça monte et que c'est un peu dur, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est par rapport à cette notion de plaisir et de mutation, c'est une charge supplémentaire sur l'entrepreneur qui est pas toujours facile à appréhender et à gérer, en fait. Hyper important ce que tu dis. Moi, j'aimerais bien avoir ton recul sur quelque chose qu'on a vu pas mal avec Félix en accompagnement. On a vu, alors, effectivement, c'est théoriquement, on peut évoluer et on a des dirigeants qui ont des plateaux qui bougent au fur et à mesure parce que ils arrivent quand même à évoluer et que c'est pas bloquant. Toutefois, on a vu, encore une fois, de jeunes entrepreneurs stratosphérisés comme ultra brillants, qui ont levé beaucoup d'argent, qui ont une grosse reconnaissance sociale et qui du coup ont eu beaucoup de succès parce qu'ils ont embarqué des gens avec eux, levé de l'argent, qu'ils ont une grosse pression sociale. Et l'histoire se termine, on ne sait pas trop comment,
nous, dans les accompagnements, on le voit arriver. Mais ils sont encore un poil trop jeunes pour se dire que il faut changer de modèle. Un petit peu, faut se remettre en question, faut évoluer, faut passer dans un autre mode, un peu moins feu follet, un peu moins virevoltant, un peu moins. Et du coup, ça se termine avec le fond par un accord, souvent qui est pas forcément un accord, l'accord dont ils rêvaient. Et non. Et il y a l'arrivée du feu. D'accord, mais ils étaient plus d'accord que moi. Ouais, c'est exactement si. Et puis le dirigeant est cramé. En fait, il est cramé parce qu'il s'est consumé de l'intérieur, de stress, d'angoisse, etc. Et à montrer que tout va bien et à montrer que ça va et à essayer plein de choses, il est, comment dire, un peu démuni, au bout d'un moment, fatigué, parce qu'il y a une chute d'énergie extrêmement forte. Et soit il part, soit il est tutélisé par ce que nous on appelle un cheveu gris, c'est-à-dire un DG qui a 45-50 ans, qui a roulé sa bosse et qui vient reprendre le truc. Et lui, il est un peu Il devient VRP. VRP, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, ta question par rapport à ça, c'était... Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tu vois ça arriver souvent? Comment toi tu le gères en tant que... est-ce que tu arrives à te prévenir, à te prémunir de ce genre de situation quand tu vois un entrepreneur qui fonce dans ce truc-là, si tu le vois aussi? Et puis, c'est une question pour montrer la typologie de... Je pense qu'il y a d'autres entrepreneurs bloqués, d'autres situations sur lesquelles on pourra aller tout à l'heure. Bien sûr. Oui, non, nous, on a beaucoup appris aussi de ça, en fait. C'est-à-dire que, comme on arrive à un moment donné, quand on lève des fonds, on met en avant un entrepreneur, son projet, son histoire, sa vision. Et c'est vrai que dans ce qu'on n'a pas forcément bien réussi au début, c'était juste l'après levée de fonds. Parce que donc, tu t'arrives, tu es entraîné par cette euphorie. Nous, si on y va, c'est parce qu'on y croit. On croit en l'idée, on croit au fondateur. Donc, tu crées cette rencontre avec les investisseurs. Et là, c'est vrai que, en fait, ce que moi j'ai perçu un peu de temps après, c'était l'obligation, une fois que la levée de fonds avait été réalisée, de dire à l'entrepreneur, attends, là, ce qu'on a fait, c'est le niveau zéro, en fait. Donc, on n'a rien réussi là. On n'a rien réussi. Et en fait, on fait que commencer. Mm. Et c'est des choses tout bêtes, mais que je ne matérialisais pas, que j'exprimais pas, et qui, justement, permettaient pas non plus ce choc un peu émotionnel dont l'entrepreneur peut avoir besoin à ce moment-là. C'est dire, attends, là, on n'a rien fait, en fait. Si demain, là, ça s'arrête, ça vaut rien ce qu'on a. Donc, en fait, tout le plus dur est à venir, et c'est là où il va falloir travailler. Mais c'est vrai que le modèle startup, il est vraiment sur le côté de je me mets en avant, je mets en avant ma société, j'envoie que des images positives, et pour le coup derrière, c'est un reflet qui est très, qui est très particulier et qui peut entraîner des déviances en fait. Moi, je peux parler par exemple à titre personnel. C'est vrai que là, depuis 18 mois, on a le même nombre d'employés. La société grandit, elle grandit à un bon rythme. Mais ce qui est marrant, c'est que l'une des premières questions qu'on me pose, c'est bon, alors, tu as combien de nouveaux salariés? Ouais. Et en fait, quand je dis bah non, non, on n'en a pas, il y a le sujet de ah, mais est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe bien, etc. Et ça, c'est pas dans la culture startup, c'est dans la culture générale, en fait. Ouais. C'est que comme les gens, on a du mal à parler de chiffre d'affaires, de plein de choses, les gens, en fait, viennent essayer de prendre un peu la température par ce nombre de salariés. Et c'est vrai que c'est un sujet tout bête, mais la déviance sur cette partie-là, quand tu es fondateur et que tu n'es pas encore cette casquette dirigeant pour reprendre notre thème, au début, tu as ton idée, hop, là, tout le monde te dit ah, c'est génial, ah, vous êtes 3, ah, vous êtes 5, c'est 6, 7, oh, génial, etc. Et là, tu pars dans ce sujet où en fait, tu n'as pas encore pris le recul nécessaire de te dire attends, là, on est 7, mais on a presque pas de CA. Donc, si on n'a presque pas de CA, ça veut dire on s'est mis sous contrainte d'une manière très, très forte. Il va falloir qu'on lève des fonds, qu'on ait tous ces sujets-là. Et c'est là où, en fait, il y a cette transformation par rapport à cet exemple que tu donnais, qui devient hyper importante de se dire, attends. En fait, ces images-là, on s'en fout. En fait, c'est pas le sujet de raconter que tout va bien, qu'on recrute dans tous les sens. Il n'est pas là, en fait. Notre sujet, c'est d'abord que la boîte, elle avance, elle fonctionne, qu'on passe des étapes. Et justement qu'on arrive à franchir de nouveaux moments. Et ça, c'est hyper important, mais c'est un recul qui est dur à prendre. Et je trouve que je trouve qu'au début, ce recul-là, il y a peu de gens qui peuvent te permettre de l'avoir. Et souvent, tu arrives dans ce que vous disiez, que vous décriviez très bien, c'est ce moment de plateau, un peu de honte, parce que tu te dis, mince, ça avance plus comme je voulais, qu'est-ce qui se passe si tu comprends pas, en fait. Et là, c'est pas évident. Et souvent,
en fait, c'est forcément toi qui dois revoir ta vision, ta stratégie, qui dois réorganiser des choses. Et c'est là où les moments où soit tu cales, il y a des dirigeants qui calent. La question, est-ce que c'est parce qu'ils ont été pas assez accompagnés? Est-ce qu'ils n'étaient pas assez à l'écoute? C'est une question qui est ouverte, hein, et que vous pouvez voir. Est-ce que tout le monde a cette capacité de mutation et d'amélioration? Mais on arrive souvent dans ces sujets. En fait, il y a des injonctions et ce pourquoi on a été choisi pour porter justement l'argent des autres et bien l'utiliser, c'est pas pourquoi on va être bon après. L'image que j'avais en tête quand tu parlais, c'est l'image d'un couple. On se rencontre dans la honeymoon phase. Il y a de l'excitation, il y a de la découverte, il y a du mystère, il y a plein de choses comme ça qui nourrissent une espèce d'énergie particulière. Et on peut avoir très envie à ce stade-là de dire « Ok, on fonde une famille ». Très bien, pourquoi pas, mais c'est pas tout à fait la même chose qui va se passer. Tout d'un coup, c'est une autre dynamique, c'est d'autres façons d'être au bon endroit. Et sauf que a priori dans la vie personnelle, on est un peu plus au courant que ça va changer parce que il y a une histoire collective de ça. Nos parents, nos grands-parents nous en ont parlé, nos mères, on a vu des personnages interagir comme ça. Alors que quand on est entrepreneur, on voit très bien les fondateurs, on les voit partout montrer leur tête, leur bagou, leurs phrases bien préparées. Et donc, on a une image de ce que c'est que d'être en fait le bon amant, dans ce qu'on se disait juste avant. Mais est-ce qu'on voit bien les bons maris? Est-ce qu'on voit bien les personnes qui savent gérer leur foyer et faire croître leur famille sans dégâts? Parce que c'est bien de faire 5, 6, 7 enfants, mais il faut aussi pouvoir leur accorder suffisamment d'attention au bon endroit pour que tout le monde grandisse dans de bonnes conditions. Bien sûr. Donc, peut-être que c'est un manque d'image et de storytelling. Et depuis tout à l'heure, on prend le postulat que est-ce que le bon amant va pouvoir devenir le bon mari? Mais il y a aussi des gens qui commencent une entreprise et qui sont pas des très bons amants, qui sont pas des très bons fondateurs. Ils se sentent pas éloquents, ils se sentent pas à l'aise pour montrer leur visage et avoir une histoire bien rodée. Ils bégayent un peu ou ils n'ont pas les compétences à cet endroit-là, ou tout simplement ils n'ont pas les codes sociaux de cet univers-là. Et du coup, ils peuvent douter de leur capacité à être de bons entrepreneurs, ce qui n'est pas du tout une fatalité. Ça se trouve, c'est des excellents maris. C'est juste qu'ils ne sont pas encore dans cette phase-là. Non, mais ça, c'est évident. Et c'est pour ça que c'est la complexité pour l'investisseur que moi je suis, mais aussi pour le coaching de votre côté. C'est de savoir aussi, est-ce qu'on a affaire à un amant ou un mari? Est-ce qu'il a la capacité d'être les deux? Est-ce qu'il y a cette envie d'être les deux, de changer, de progresser? Et ça, c'est vrai que c'est des éléments qui sont cruciaux dans nos deux métiers. Mais pour moi, souvent, il y a des profils où on voit, enfin, les profils où moi j'ai vraiment tout de suite un veto, c'est la personne qui écoute pas en fait. C'est la personne qui à un moment donné dit moi je sais, j'ai pas besoin des autres, j'écoute pas. Ces gens-là, ça veut dire que ce sont des personnes qui se remettront jamais en question en fait. Et s'ils écoutent pas au tout début là, qu'est-ce que c'est dans les moments difficiles? On le voit, hein, l'écoute elle a souvent malheureusement des fois tendance à baisser dans les période difficiles alors que ça devrait être le contraire. Donc si au début quand tu es dans la phase lune de miel, t'as pas d'écoute, je peux te dire que dans la phase lancement de casserole, ça va être encore plus compliqué, quoi. Et ça, c'est un sujet. Mais ce que j'ai le sentiment, et c'est un petit peu, moi, le message que j'avais envie en choisissant de passer, en choisissant ce dilemme, c'est de dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur doit avoir conscience de toutes ces étapes-là et il doit, en fait, essayer de chercher ces modèles-là. Il doit aussi essayer de se faire accompagner pour justement se dire tiens là en fait je suis pas bon, est-ce que je peux changer, est-ce que finalement il faut quelqu'un, je pense qu'on a il y a des sujets où ce qui est important c'est déjà que tout le monde ait une conscientisation de ce qu'est le panel qui est extrêmement compliqué d'un entrepreneur et de toutes ces étapes par lesquelles il doit passer et où personne n'est réussi du premier coup en fait. Oui. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ce que toi tu vois comme étape, notamment en passant du fondateur plutôt au dirigeant, quels sont les gros steps à passer? On en a un peu parlé dans la préparation, mais du coup, c'est hyper intéressant d'avoir toi ton retour d'investisseur, mais aussi d'entrepreneur, qui fait miroir avec ton expérience personnelle. Et puis nous, de notre côté, on verra si on voit la même chose aussi de notre côté, de notre expérience personnelle et dans les accompagnements qu'on a.
C'est vrai que dans le suivi et l'accompagnement des startups, moi je dis souvent, donc là je prends le prisme startup, qui ne sont pas toutes les entreprises, tous les Bien sûr. entrepreneurs, c'est différent, mais je dirais que c'est le milieu que je connais le plus. Pour moi, il y a 2 grandes étapes, c'est-à-dire que tu as la première étape de vie de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, où en fait tu as ce sujet fondateur, tu es dans l'idée, tu commences à faire un petit peu de business, tu t'es entouré de gens qui sont extrêmement passionnés par le projet, par cette envie de bouger les lignes. Parce que quand tu n'as rien au tout début, tu n'attires pas une star ou des gens bons si en fait le projet les porte pas. Et c'est vrai qu'au début, tu as souvent donc, des passionnés qui viennent pour le projet. Donc ça, c'est ta première étape. Et puis, tu as un moment où tu commences à avoir ce chiffre d'affaires et où tu te dis, bon, il va falloir qu'on fasse plus. Si tu lèves des fonds, on a pas mal de gens qui viennent commencer à te dire à l'oreille, il faut faire plus et plus rapidement. Et donc, c'est là où on rentre dans la phase de mutation. La difficulté qu'on rencontre souvent sur les entrepreneurs, c'est cette capacité à pas vouloir tout faire sur la première phase de vie. C'est-à-dire qu'un fondateur, au tout début, il est un peu partout. Il est à la fois au commerce, à la fois au marketing, à la fois dans l'opérationnel. Et en fait, il est partout. Et finalement, ce million, il est possible de se faire grâce au fondateur, ses capacités, à tout ce qui va se passer. Mais le problème, c'est que le passage de 1 million à 10 millions, ça peut plus marcher, en fait, ce fondateur qui est partout et qui est à la fois nulle part, en fait, finalement, dans toute cette partie-là. Donc, le premier challenge, pour moi, c'est savoir s'entourer. C'est-à-dire, je crée autour de moi des gens qui vont être responsables de vertical, de projets, de piliers de mon entreprise. Et ces personnes-là, en fait, j'ai confiance en eux et je sais qu'ils peuvent piloter la société sur cette partie sans moi. Et ça, c'est je pense que dans le coaching, c'est à mon avis quelque chose que vous voyez, le lâcher prise, qui est pas si simple au début, qui est le côté de, en fait, je recrute des gens et derrière, je leur fais confiance. Des fois, c'est un peu, je lâche la conduite accompagnée, je lâche le volant, je me mets à côté, puis après, je suis plus là, ça peut faire un peu peur. Donc, je trouve que, ouais, Avant que tu continues sur les suivants, j'aimerais bien rebondir sur ce sujet de l'équipe. avec plaisir. Parce que finalement, c'est une matérialisation extérieure de ce qu'on est en train de se dire. On parle d'une transformation pour passer de fondateur à dirigeant. Mais une des premières transformations qui va avoir lieu dans cette phase-là, c'est la transformation de l'équipe. Et ce que tu disais sur le fait que c'est la présence du fondateur dans les différentes parties de l'entreprise qui va lui donner son âme et son énergie au début, et ben en fait, ça va se voir dans les recrutements. Et les 10 premières personnes qu'on recrute, qui nous permettent d'aller à ce million, c'est des personnes qui vont résonner très fort avec nous et qui, par notre présence, vont révéler un potentiel et une appétence à se donner plus que ce qu'on se donne dans un travail normalement quand on est salarié. Et donc, à partir du moment où on arrive dans cette phase-là, la première épreuve, je trouve, pour les aspirants dirigeants, ça va être d'apprendre à faire partir des gens dans les meilleures conditions possibles, le plus proprement possible, et à recruter des personnes différentes, des personnes plus autonomes et qui ont un peu moins envie qu'on soit par-dessus leur épaule, justement, qui vont avoir plus la capacité à structurer une équipe plus grosse et à avoir plus d'autonomie. Je vais un peu jouer au con, mais pourquoi du coup ces dirigeants ne font pas monter les premiers employés? Ils le font tous. Et c'est un point de bascule dans beaucoup d'accompagnements qu'on fait. Le premier licenciement. On licencie pas parce que la personne n'était pas bonne. On licencie parce qu'on l'a gardée beaucoup trop longtemps et qu'à un moment donné, la relation n'est plus du tout bonne, la personne n'est plus du tout dans sa zone de confort et n'est plus du tout performante. Elle souffre de ce manque de performance et en même temps, elle est là depuis tellement longtemps, elle est ancrée dans la culture, elle a vachement d'influence et ça devient très très difficile de s'en séparer. Et nous-mêmes, on se sent une mauvaise personne que de vouloir la licencier et c'est ça qui envenime les choses. Assez souvent, ça amène un prud'homme parce qu'il y a un sentiment d'injustice, un manque de communication qui s'est créé. Faut pas paniquer, en fait, c'est assez normal comme processus, mais l'apprentissage qu'il y a derrière, c'est il faut permettre aux gens de faire leur trajectoire dans l'entreprise et de partir au bon moment. L'onboarding et l'offboarding, c'est en miroir des responsabilités que le dirigeant a. En fait, il y a un mythe quand tu es entrepreneur et que tu commences avec des gens autour de toi, d'embarquer tout le monde dans l'aventure. Oui. Mais ça va plus loin que le mythe d'embarquer tout le monde dans l'aventure. Il y a un peu un mythe égalitariste. Non, mais moi, je suis un dirigeant, je suis comme les autres. Tout le monde peut venir me parler comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie, on est tous ensemble. Non, t'es dirigeant, t'as des parts, t'as au moins beaucoup plus de parts que les autres. C'est toi qui dirige, c'est toi qui dois trancher. On a besoin. Responsable à la fin, donc. Ouais, on a besoin que tu tranches. On a besoin que tu tranches ou avec toi ou avec ton associé. Et ne joue pas aux copains. Ne joue pas aux copains parce que à la fin, c'est toi qui tranches.
Donc, ça perturbe tout le monde et il faut que tu puisses avoir un regard sur le groupe. Et comme ton entreprise et donc le contexte évolue, eh bien, c'est plus la même boîte en fait. Bien sûr. C'est plus les mêmes conditions de travail. On demande plus la même chose. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui pourront évoluer, mais c'est ingrat de demander à des gens d'évoluer alors que leur rythme d'évolution n'est pas forcément celui-là, qu'ils n'ont pas forcément leur envie. Pas forcément leur envie. Et donc, ne pas créer les conditions de rentrée et de départ, c'est une sorte d'aveuglement un peu romantique. Oui, complètement. Qui entraîne beaucoup de défocus. Et le nombre de temps qu'on a perdu en accompagnement pour ces premiers départs, non, mais je peux le faire évoluer, non, mais quand même, non, mais je peux pas, non, mais je suis une mauvaise personne. Un espèce de truc finalement très égotique, en fait, de vouloir emmener tout le monde en même temps. Bien sûr. Et maniquéiste aussi, les bons, les méchants. Voilà. Non, et puis je pense que je partage tout ce que vous dites, et je pense que aussi dans ces étapes-là, quand on avance, on se rencontre aussi au début, on va chercher des profils, on va chercher des attitudes, et après, il y a un moment aussi, on a besoin d'expertise, en fait. Okay. Et de quelqu'un de se dire, bah là, ce sujet-là, en fait, ça fait 10 ans qu'il le fait, et ce sujet, il devient central chez nous. En fait, c'est sûr que là, l'expertise, elle devient extrêmement forte. Et je trouve que quand on recrute quelqu'un qui a une expertise importante, qui a un parcours aussi important, il va venir bousculer le fondateur. C'est-à-dire qu'il va lui dire, mais en fait, là, si ça fonctionne pas, c'est parce que ton organisation, elle est pas bonne. En fait, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, et là, il me manque un pan dans mon activité qui est pas le bon. Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi il n'y a pas ces sujets? Et ça, c'est aussi ces moments-là qui sont des moments clés chez le fondateur. C'est est-ce que je suis prêt à entendre ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va venir changer mon organisation, enfin, va venir chambouler ma vision, mon organisation avec ses idées, ses approches. Et donc, est-ce que je suis capable, en fait, de changer? Et là, c'est un jeu de chaises musicales, en fait. C'est-à-dire que tu réorganises ton entreprise, tu rechanges les process, tu vois si les personnes, en fait, il y en a qui doivent partir ou non. Et ce moment-là, il est clé. Et on revient sur exactement ce que vous êtes en train de ce que vous décriviez il y a quelques instants, en fait. C'est comme sur un plateau d'échecs. C'est qu'à chaque fois qu'une pièce bouge, c'est pas la pièce qui bouge, c'est tout l'équilibre du plateau qui a changé. Exactement. Et tant qu'on regarde que la pièce, on est sûr de perdre. On est sûr qu'on va pas voir ce qui va se passer. Donc dès lors qu'on commence à faire ce changement, qu'on amorce cette transition, tout l'équilibre, tout ce qui fait que la boîte fonctionne, va évoluer et transitionner. Et donc le dirigeant aussi, lui aussi doit se mettre dans cette posture de qu'est-ce qui doit bouger en moi pour que l'équilibre continue de fonctionner, quel rôle je dois adopter, quelle posture je dois adopter pour que ça continue de fonctionner. Moi, j'entends dans ce qu'on se dit que si le dirigeant, le dirigeant ou fondateur, peu importe, est attaché plus au regard des autres, à ce qu'on lui renvoie en termes de critères de réussite sociale, mais c'est difficile, hein, on nous demande en permanence en tant que dirigeant d'entreprise, alors ta boîte comment ça va, alors le nombre d'employés, alors tu as levé des fonds, alors vous êtes en croissance, etc. Et si tu réponds pas par la positive, tu as forcément une incompréhension ou une première réaction en face de « Ah mais ça marche pas, il faut se justifier alors que tu n'as rien demandé en plus ». Donc il faut nourrir, je pense, en tout cas de ce que j'entends, de ce qu'on se dit, ce qu'on voit en accompagnement, nourrir son propre sentiment de réussite, ses propres objectifs personnels, individuels en tant que dirigeant et pour notre entreprise, pour être suffisamment tranquille et détendu pour poursuivre ça et ne pas juste se référer à ces KPI extérieurs. On a des clients qui nous ont dit un jour qu'ils avaient besoin, ils travaillent avec des grands groupes, ils avaient besoin d'un certain nombre d'employés pour que ça fasse crédible. Ils disaient, non, on peut le faire avec peut-être 2 fois moins d'employés, mais quand même, sinon, ça serait pas crédible, tu vois, d'une certaine façon. On n'arriverait pas à déclencher des contrats. Et pour avoir des contrats encore plus gros, il faut qu'on montre une sorte de croissance, d'effectifs et de plein de choses. J'ai envie de proposer à nouveau une image là-dessus. C'est comme quelqu'un qui veut faire de la musculation parce que voilà, il a envie d'avoir un corps mieux bâti et mieux structuré. De l'extérieur, on ne peut pas forcément voir si la personne a pris des stéroïdes, des protes ou a mangé tant d'œufs le matin, bien calibrer son truc et a un organisme en parfaite santé. À court terme, c'est absolument invisible. Donc quand on est trop sensible au regard de l'autre qui dit alors ça va, ton biceps, ça grossit, on est tous des experts en musculation ici, hein, je pense qu'on peut le dire. Si on est trop sensible à ce regard-là,
on risque d'être frustré par des phases où peut-être le corps s'est habitué à la dose de protéines qu'on lui donnait. On se dit, bon, je vais peut-être gonfler un petit peu le truc avec un peu de stéroïdes. Et on se retrouve effectivement avec des éléments dans l'organisme qui sont plutôt toxiques à long terme et à court terme qui donnent cette apparence de croissance. Voilà. C'est un peu ça l'image que j'avais en tête quand tu disais ça. Non, mais après, c'est la pression de notre société aujourd'hui, le regard des autres, l'envie effectivement de montrer toujours qu'on fait plein de choses, qu'on est brillant, qu'il se passe plein de sujets. C'est vrai que à partir du moment où on s'en détache, c'est vrai qu'on gagne une liberté qui est assez folle. Comment tu détends tes fondateurs d'entreprise, les gens chez qui tu investis, tout en leur mettant un peu cette pression du résultat? Parce que tu vois, tu as besoin de ce résultat, tu as besoin que ça bouge, tu as aussi des comptes à rendre auprès des gens qui te confient des sous. Comment tu arrives à jouer sur cette balance-là, cet équilibre-là? Moi, je trouve que il y a souvent la tension d'un entrepreneur, elle est souvent dans l'instant présent. C'est-à-dire que c'est souvent des problématiques humaines, commerciales, et son stress, il est souvent là. Donc, moi, je trouve que le rôle, quand on est à ses côtés, c'est de réussir à dire, ça va, c'est un épiphénomène, regarde par rapport à ce qui a été fait, regarde par rapport à ce qu'il y a à faire, c'est rien du tout. Donc là, pour moi, le sujet, c'est de pas amplifier ces moments d'émotion. Je trouve ça hyper important. Et pour moi, le côté, comment on met une certaine pression, c'est ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'il regarde, comment il compte y aller, et d'être sûr en fait que ce chemin-là, il est bon. Donc, c'est-à-dire que pour moi, la pression, elle se met plus sur le long terme et l'exigence qu'il doit avoir de faire évoluer sa société que sur l'instant présent du petit KPI qui est pas bon ou quoi que ce soit. Ça peut révéler plus de choses en fait, ça c'est évident. Et souvent, on va s'arrêter sur les chiffres pour se dire, tiens, ça ralentit, il se passe quelque chose, etc. Et donc là, le sujet, c'est de l'aider pour voir ce qui peut se passer. Mais je trouve qu'il y a un vrai sujet de comment on les détend, c'est vraiment des fois de leur faire prendre un peu de recul sur le court terme et leur faire prendre conscience que c'est que du court terme. Et par contre, sur comment on maintient un niveau de pression, c'est d'être certain que l'ambition est toujours la bonne et qu'on met toujours les moyens pour y arriver. Ça, c'est un bon KPI à suivre, effectivement, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est si leurs problèmes sont toujours liés à des choses qui se passent ce mois-ci, à l'EBITDA du mois ou du trimestre, si on est toujours à cette longueur de portée de vue, on est sûr qu'on ne voit pas le vrai problème. Si on l'est temporairement, ça peut être un problème contextuel. Mais si on est tout le temps à cet endroit-là et tout le temps en train de régler des choses qui se passent dans cette temporalité-là, c'est que les problématiques qui les sous-tendent, les problématiques structurelles, n'ont pas du tout lieu à cet endroit-là. Donc on ne peut pas les voir, on ne peut pas les nommer, on ne peut pas trouver de solution. C'est sûr. Avant qu'on aille dans la phase punchline, on va aller sur une ou deux dernières questions, une ou deux dernières angles de cette approche du dilemme. Et notamment... quelle part de fondateur doit garder le dirigeant? Quelle part de cette énergie créatrice? Et puis ça veut dire quoi fondateur au fond? Ça veut dire quoi garder cette part de fondateur tout au long du dirigeant? On en a un petit peu parlé dans le fait qu'il faille avoir un regard de personnalisation sur sa démarche. Ça, c'est un peu notre marotte, de personnaliser sa structure. Comment toi, tu introduirais ce point-là, Mathieu? Je dirais que, en fait, quand on est sur des startups où on est encore sur des petites sociétés, parce qu'on n'a pas 10 000 collaborateurs, en fait, c'est très différent quand on voit, par exemple, là, que le patron de Renault va passer dans l'univers du luxe. Là, on se dit, c'est juste on prend un leader qui sait gérer et piloter des très grosses sociétés. Il peut passer d'un côté à l'autre. Là, le côté fondateur, il n'y a rien du tout, en fait. Il enfile un costume, il a des chiffres, on l'attend sur cette partie-là. Sur la partie plus petite entreprise, start-up, TPE derrière, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, Félix, mais qui est important, c'est comment en fait je garde ce plaisir, comment je garde ce plaisir dans la durée. Et pour moi, le plaisir, c'est aussi lié à cette idée de départ. Moi, j'ai commencé dans l'investissement parce que j'avais envie de proposer une autre approche, qui était de dire d'un côté, il y a des clubs de BA où j'avais l'impression que c'était pas assez structuré et organisé. De l'autre côté, des fonds de private equity qui sont très bons, mais où il y a peu de place pour l'humain. Et donc, cette idée je veux créer un modèle hybride, en fait. Et un modèle où, en fait, on va apporter de l'argent, mais aussi des expertises, du réseau, tout ce qui peut se passer. Ça, c'est ma conviction. Et c'est celle qui m'anime toujours au quotidien, en fait. C'est de pouvoir avoir envie de transformer quelque chose en profondeur. Alors, c'est présomptueux parce qu'on est une toute petite boîte, on a une petite goutte dans l'océan. Mais dans tous ces sujets, même de croissance, d'évolution, je pense que le côté de garder ce souvenir de pourquoi
on a été fondateur, ce qui nous a animés et de continuer en fait à avoir ce sujet, c'est important. Le jour où on voit plus ça, je pense que c'est le moment où on se disait tout à l'heure, le moment où certains partent, d'autres restent après. On voit plein de gens qui restent alors qu'ils n'ont plus de plaisir ou ce qu'il peut y avoir derrière. Moi, c'est évident aujourd'hui que mon quotidien ne peut se faire que si j'ai un plaisir. Si je n'avais pas de plaisir, je ferais autre chose en fait. Donc je pense que c'est propre à chacun. Mais il y a vraiment cette notion de plaisir lié à cette vision qu'on a eu à un moment, où on a eu envie de faire bouger les lignes. Je trouve qu'un fondateur, c'est tout le temps quelqu'un qui essaye de reconstruire un petit monde qui lui ressemble. Donc après, j'entends le sujet où il y a un moment, le monde qui te ressemble, tu es aussi obligé de le bousculer et tu revois certains principes parce qu'il faut structurer, il faut revoir les choses. Mais à la base, c'est ça. Et après, il y a le côté de comment je reste performant dans la durée. Et là, je trouve que c'est hyper important. Soit on est des cofondateurs et on a une très bonne écoute et on arrive à partager beaucoup de choses ensemble. Et je pense que là encore, on est sur de l'humain, donc il y a des gens qui ont des trajectoires différentes, à un moment des visions qui changent, et du coup, c'est pas forcément simple. Et là, l'aide extérieure peut être là. Être solo founder et ne pas se faire accompagner, je trouve que c'est un élément qui est compliqué. Et je pense que si on veut être amélioré, si on veut s'améliorer, c'est pas pour rien effectivement que tous les sportifs ont un coach, que tout le monde a des gens qui viennent apporter un regard extérieur. Aujourd'hui, on a des coachs mentaux, il y a plein de sujets qui se sont créés parce que effectivement la performance, elle est liée à l'accompagnement. Et je crois que s'il y a quelque chose que les jeunes entrepreneurs doivent entendre aujourd'hui, c'est vous n'y arriverez pas seul. Si vous êtes très ambitieux, si vous voulez vous faire l'Everest, de vous dire que vous allez arriver tout seul à passer de ce fondateur à grand dirigeant qui gère des milliers de personnes. S'il n'y a pas à un moment donné des relais, des effets miroirs, de l'accompagnement, ça reste quand même très, très dur. J'ai envie de rebondir sur la métaphore du sportif qui est essentielle et super importante, je pense. En fait, le sportif, il va faire en sorte que son équilibre soit au meilleur niveau possible, le plus durablement possible, parce qu'il sait que sa carrière est courte, qu'il ne peut pas se permettre d'avoir un passage à vide trop long. Et on voit des sportifs qui parfois prennent une très grosse blessure, et souvent c'est nommé quand ils reviennent sur les cours de tennis, par exemple, on dit « Ah, elle ou il a réussi à revenir d'une très grosse blessure ». On est très impressionné par ce truc-là, c'est pas du tout facile de revenir de ce gros déséquilibre. Je dirais qu'une entreprise, c'est la même chose, sauf qu'on ne gère pas l'équilibre d'un corps, on gère l'équilibre d'une cohésion entre 10, 15, 20, 100 personnes. Et c'est comme un cocktail dans lequel tout le monde serait en train de verser tout un tas de trucs et dont la responsabilité de l'entrepreneur serait de faire en sorte que le cocktail soit toujours bon. Exactement. En permanence. Donc on est tout le temps en train de revoir l'équilibre. Donc l'équilibre n'est jamais figé, ne peut jamais être terminé. On peut juste dire, à un temps T, je suis en maîtrise du cercle vertueux dans lequel je suis. Et je cherche à le maintenir et je suis vigilant à tous les éléments qui pourraient le corrompre ou le transformer en cercle vicieux. Et juste pour compléter cette partie-là, moi je trouve qu'au début, quand j'ai entrepris, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit l'entrepreneuriat, c'est comme le marathon. C'est vraiment la longue distance, c'est vraiment ce travail acharné sur pas mal de temps. Et moi j'ai le sentiment que c'est quand même du marathon sprint. En fait. Du marathon sprinté. C'est qu'en fait, il faut toujours aller très vite et il faut se dire comment je tiens dans la durée. Et ça, c'est comment moi aussi, personnellement, en tant que leader, j'arrive à être performant tout le temps dans la durée et à emmener tout le monde derrière moi et comment j'arrive justement à faire que mon entreprise soit, elle, tout le temps en sprint et en progression sans que les gens, soit à un moment, s'abîment, se blessent et d'avoir cet équilibre. Et ça, c'est quand même, c'est pas rien, c'est pas simple. Moi, j'ai une question. Donc, avant qu'on passe à Punchline, pour vous deux, quels ingrédients du cocktail doit y avoir absolument, où il faut réfléchir dans la vie de l'entrepreneur qui a une société, qui est plus juste un fondateur. Qu'est-ce qu'il faut un peu garder de fondateur, de dirigeant, de vie perso, de plein de choses, de prise de recul, je vous en donne quelques-uns. Mais à quoi, si on n'y réfléchit pas, pour vous, il va y avoir un problème dans la balance? Je commence ? Vas-y. Le sens. Ok. On est des machines à faire du sens. On donne du sens à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on fait, et on peut le donner à plein de niveaux différents. Mais dans l'action, on n'est plus en train de se poser la question de pourquoi on fait les choses. On se les pose avant. Pourquoi je monte une entreprise, je me le pose avant.
Ensuite, je me lance et je monte mon entreprise, je suis en train d'agir. Et en fait, le sens évolue. C'est typiquement un des ingrédients qui va changer. Ce pourquoi j'ai lancé ma boîte n'est pas ce pourquoi je continue ma boîte aujourd'hui. Et il ne faut pas perdre de vue pourquoi je fais les choses. Et c'est toujours présent quelque part, il y a toujours un sens, mais je peux le perdre de vue. Et si je le perds de vue, j'agis un peu comme un automate. Je mets plus d'âme dedans et potentiellement, je vais perdre de vue ce qui fait que je suis bon, que je suis performant, que je prends du plaisir, etc. Donc toujours se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui de faire cette entreprise, de travailler sur ce sujet, de travailler avec ces personnes. Je partage et j'aime beaucoup, moi, l'idée de la quête de sens en permanence, en fait, d'être toujours dans ces questions-là. Et à titre personnel, et là, je parle vraiment de mon cas personnel, moi, ce que j'ajouterais, c'est toute la partie perso, en fait. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices, de pression, c'est un engagement qui est très, très fort. Et je trouve que déjà, en fait, il faut se poser la question de est-ce que ma vie personnelle est forte et équilibrée? Parce que dans un moment où tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de points de pression, des challenges sur la partie pro, si tu n'as pas un socle à côté perso qui est fort, sur lequel tu sais, en fait, qui est vraiment ton refuge, c'est très compliqué. Moi, j'aurais pas pu réussir ce parcours-là sans Lisa, mon épouse, et sans cette vie, en fait, qui est pour le coup mon refuge et dans laquelle, en fait, tout mon sens, il est là, en fait. Et je trouve que quand on fait ce zoom en arrière, des fois, je me dis, parce que la vie, on rencontre des entrepreneurs qui, à un moment, ont une crise familiale, à un moment d'une séparation, des divorces et autres, mais de gérer à la fois cette vie, effectivement, cette vie familiale qui est en crise et une entreprise et tous ces challenges au quotidien. Je pense que là aussi, tous les gens qui entourent les entrepreneurs dans ces moments-là, il faut aussi se dire, attention, on a quand même quelqu'un qui court et qui est en sprint permanent sur l'entreprise, là, qui n'a pas son refuge derrière, il va falloir probablement être des relais, les aider, les accompagner. Et ça, je pense que c'est des sujets, ça peut paraître effectivement anodin, mais c'est pareil, il y a pareil, quand on voit aujourd'hui des gens qui deviennent parents pour la première fois, mère ou père, tu es entrepreneur et tu es mère ou père pour la première fois, bah, tu peux avoir des moments où ta vie perso, elle s'en trouve bousculée. En fait, c'est beaucoup d'équilibre. Et tu vois, des fois, dans les performances d'une entreprise, de se dire, tiens, il y a eu un petit creux, et c'est des fois la naissance d'un enfant, le fait que ça vienne chambouler différentes choses, parce qu'on est forcément un peu moins, on est plus fatigué, un peu moins disponible, il y a différentes choses. Donc, c'est vraiment à la fois ce que tu disais, ce sens, et moi, je trouve la gestion de ces deux équilibres qui font qu'en fait, après, tu peux rechercher la performance. Ouais. Et tout ça, pour moi, en étant forcément accompagné, challengé, et dans cette recherche de j'écoute et j'ai envie de progresser. Moi, j'ai dit que je vous posais la question à vous. Ouais, non, tu vas répondre aussi. Hein. Tu vas pas ça m'a donné envie de répondre. On est trois grands bavards, donc il faut se méfier. De toute façon, j'aurais pas te laisser passer à la suite. Hein. Moi, je pense qu'il faut également, un conseil qu'on peut donner, c'est de se poser la question de c'est quoi la réussite pour vous. C'est peut-être assez contextuel en ce moment, mais c'est quand même quelque chose que, avec Félix, on se pose beaucoup la question. C'est quoi la réussite pour nous? Et pour nos dirigeants aussi, c'est quoi la réussite et notamment un quotidien réussi? Il y a, tu sais, quand tu te lances, beaucoup le mythe de l'exit, de se payer ça ou ça, tu vois, du tampon social de l'exit aussi. Putain, surtout. J'ai réussi ça, on pourra pas me l'enlever, ce truc est terminé, et quel soulagement. Parce que quelle pression sociale de ta boîte, ça marche pas, etc. Quel soulagement. Et juste une parenthèse, l'envers du décor, c'est que tu as un tiers des entrepreneurs qui ont réalisé un exit qui tombent en dépression derrière. Ah, donc ouais. Je connaissais pas la stat, mais ça m'étonne pas. C'est à peu près les stats officieuses dans ce qui est dit. Voilà. Et ceux qui tombent pas en dépression, c'est ceux qui l'ont pas dit, quoi. Mais en tout cas, c'est pas le côté de la vie rêvée, j'ai l'exit, c'est génial. Ouais, bien sûr. Il est pas si facile que ça. Donc, c'est quoi une réussite pour toi, entrepreneur? Et de poser cette question tout le temps. Enfin, en tout cas, je dirais tous les 6 mois, parce qu'au début, tu vas vraiment rêver de ça, mais dans ce marathon sprinté, tu vas te rendre compte que c'est pas aussi simple que tu le souhaites, que tu as besoin de peut-être plus de temps, que tu as besoin de cet équilibre familial, de le construire en même temps, et que tu vas pas faire ton exit en ayant bossé comme un malade et construire ta vie perso derrière, parce qu'il faut bien se rendre compte que notre cerveau, et ça c'est Félix qui me l'a appris, se spécialise.
on crée des sillons dans notre tête et le cerveau creuse des sillons. Et donc, au quotidien, tu vas aimer et tu vas savoir faire ce que tu fais tous les jours. Donc, c'est pour ça que nous, on incite beaucoup à créer cette balance, cet équilibre pour avoir une vie qui puisse te permettre d'être heureux dès maintenant. Et souvent, en plus, c'est beaucoup plus performant. En fait, il faut imaginer la réussite comme une ligne et pas comme un point. C'est pas le moment qui me fait être en réussite. C'est j'ai créé un système dans lequel je suis en réussite, un cercle vertueux dans lequel je me sens bien, dans lequel je suis à l'équilibre, dans lequel j'ai des bonnes sensations et qui m'apporte éventuellement la gratification que je cherche, financière, sociale, etc. Moi, le mot réussite, je le trouve très compliqué à appréhender. Pour moi, je ne sais pas ce qu'est une réussite, en fait. Je pense que c'est une philosophie de vie, hein, mais pour moi, c'est vraiment le quotidien. C'est le plaisir dans le quotidien. C'est de se dire comment, quotidien, ce que je fais, ça me plaît, en fait. Ouais. Et parce que la réussite de l'un n'est pas la réussite de l'autre. Et moi, j'aime bien cette notion de au quotidien. Et quand je me retourne derrière moi, me dire, bah, en fait, si ça devait s'arrêter là, c'était bien. Mais on nous Merci. donne cette image-là. Quand tu disais ça, je voyais une image d'enfance, tu sais, que j'ai dans la tête, de Raphaël Nadal qui s'effondre sur le court Philippe Chatrier après sa victoire à Roland-Garros. Et en s'effondrant comme ça, en pleurant, il nous donne une image de ça y est, il peut consommer, prendre du plaisir à sa trajectoire parce qu'il a le tampon social. Et l'autre, du coup, devrait peut-être s'effondrer dans un autre sens. Et tous ses efforts ont été vains. Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, Ça n'a aucun sens. Tout, en fait. Nos vies sont pas faites comme ça. Il n'y a pas un moment où tu as signé un papier qui fait qu'il y a des chiffres qui arrivent sur ton compte en banque et là tu t'effondres au sol et tu te mets à pleurer, etc. Aucun sens. C'est pas ça la réussite. Et je pense qu'il y a plein de gens, si on regarde l'exemple du tennis, si on prend par exemple quelqu'un comme Gaël Monfils aujourd'hui, qui a 39 ans, qui continue, derrière, on voit que sa notion première, c'est le plaisir en fait. Bah, bien sûr. Il adore jouer au tennis. Il joue au tennis, il est exactement. Et à la fin, est-ce qu'il aura été moins heureux que quelqu'un qui a gagné 3 grands chelems? Bah, pas sûr. Hein. Moi, je pense plutôt que j'aimerais mieux avoir sa vie et son plaisir au tennis que celui qui a gagné un grand chelem, mais derrière qui a jamais eu et combien de sacrifices il a fait pour s'effondrer de cette façon? Qu'est-ce qu'on va garder de cet échange? Comment, en une phrase ou deux, je dis parce que j'ai du mal à faire une phrase, moi, on pourrait synthétiser, ancrer un petit peu ce qu'on va garder de ce dilemme? J'ai envie de garder juste le mot équilibre, qui est pour moi une des valeurs cardinales qu'on a dans les accompagnements qu'on fait. On est toujours extrêmement sceptique à croiser quelqu'un qui se dit en pleine réussite alors qu'il est en total déséquilibre. On s'inquiète beaucoup pour lui. Quand bien même il viendrait nous voir à la veille de signer sa levée de fonds, etc., on serait excessivement inquiet pour lui. Alors qu'au contraire, si les KPI ne sont pas là extérieurs, mais qu'on voit quelqu'un qui est sur la bonne dynamique, qui est maître de son cercle vertueux, parce que les cercles vertueux parfois nous tombent un peu dessus, on dit ça se passe super bien en ce moment. Nous on pose toujours la question, ok super cool, arrête-toi 2 minutes, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien? Maîtrise ton cocktail. Peu importe si les fruits sont pas là aujourd'hui, on a des vies qui se passent sur des décennies. Et c'est ça qu'il faut viser, c'est cette temporalité-là. Félix me charrie un peu dans les autres épisodes, comme quoi je suis pas tout à fait concis. Ça me rassure. Ça va, j'ai été 3-4 minutes comme réponse, c'est pas non plus... Mathieu, tu retiendrais quoi? Moi, j'ai envie de retenir le fait de se remettre en question en permanence, en fait, qui est vraiment le sujet de se dire qu'on n'est jamais arrivé. Je pense que c'est hyper important pour tous les entrepreneurs et surtout quand tu crées ta boîte, c'est de dire, en fait, si j'ai envie de créer quelque chose de beau, de grand, je suis qu'au début, il va falloir que j'emmène tout ça très, très loin. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet et de se dire que pour cette partie-là, il faut se remettre en question régulièrement. Seul, c'est difficile, donc il faut aussi se faire accompagner. C'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir vos invitations et votre invitation aujourd'hui, parce que je pense qu'un entrepreneur qui n'a pas conscience de ça, il lui manque une partie en fait sur cette remise en question. Et c'est hyper important dans la progression de se dire, j'ai des nombreux challenges qui m'attendent et qu'à certains moments, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit me taper sur l'épaule pour me dire tiens, est-ce que tu te poses des bonnes questions? Peut-être effectivement en échangeant, en parlant, on va avoir des retours aussi qui vont nous interroger. Donc je pense que c'est précieux. Je vais vous paraphraser. Fuir la posture qu'on pense être la plus juste de fondateur ou de dirigeant. Fuir
la référence au KPI et au référentiel externe, de la flatterie, de ah, ta boîte c'est bien, t'as grandi, etc. Et se construire vraiment son bon cocktail, son image de la réussite et un cercle d'aide bienveillant et non complaisant. On dit souvent ça en accompagnement, c'est qu'on fait un accompagnement bienveillant mais non complaisant. On peut se dire les choses vraiment et être vulnérable dans un cadre protégé. Ok, on va passer à la séquence uppercut. Donc c'est des questions que Mathieu a préparées, dont on n'est pas au courant, ni Félix ni moi, et qui sont censées nous gratouiller un petit peu. Donc t'as le mic. Carte blanche. Carte blanche. Moi, j'avais une question. Il y a 10 ans, le métier à la mode, c'était agent immobilier. Tout le monde voulait devenir agent immobilier parce que c'était cool. Aujourd'hui, on a l'impression que depuis quelques années, le métier à la mode, c'est coach. En fait, est-ce que c'est comme les agents immobiliers ou il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences derrière pour être coach? Bonne question. Déjà, en fait, c'est marrant. Attends, j'excuse surtout pas. En fait, Je m'excuse pas. T'inquiète pas. Je prends plaisir à poser la question. Je crois qu'on prend de plaisir un peu maso là-dessus. C'est marrant parce que tu vois, quand on nous l'a déjà dit, le métier à la mode, c'est coach. Ou alors, on nous dit aussi souvent, mais ça va, putain, sur LinkedIn, il y a des coachs partout, la concurrence. Mais tu sais, d'un air, quand les gens ne connaissent pas trop, d'un air désolé pour nous, genre, ça doit être terrible d'être client, etc. Quand on le dit rapidement, moi, je le sens pas, ce truc-là. On ne sent pas trop la concurrence, on sent pas trop cette pression-là. Comme on a un peu notre trajectoire à nous et on le fait par passion, ça a commencé ce travail, ça a commencé dans la cuisine de Félix. Parce que je lui ai demandé de me coacher. Il y a en 2014, tu vois. Donc vraiment, tu vois, c'est une trajectoire qui est très individuelle. Donc finalement, qu'il soit à la mode ou pas à la mode, on a commencé, c'était pas du tout à la mode non plus. Donc Ok, ça me je va le sens pas. Moi, je le ressens pas. Je pose la somme. Tu voulais compléter? Ouais, je veux bien. On a choisi de ne pas se former au coaching parce qu'en fait, on met un nom que tout le monde comprend parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut bien mettre une étiquette sur une démarche qu'on a, qui est spontanée pour nous, qui est de dialoguer ensemble sur un certain nombre de sujets existentiels, identitaires, humains. Ça nous passionne et on a envie de les rendre très concrets. On n'est pas du tout des chercheurs d'université. Donc, on a commencé cette conversation et ensuite, on en a fait un métier et on a invité des gens à la partager avec nous. Une question que j'entends souvent et que j'avais envie de vous poser, c'est que des fois, par exemple, on peut se dire, si on prend ce sujet d'un navigateur, je vais coacher un navigateur, est-ce qu'il faut avoir soi-même traversé l'Atlantique pour l'aider justement à réussir? Ou est-ce que c'est possible de l'accompagner, de le coacher dans ce challenge sans l'avoir soi-même franchi? Si je traverse l'Atlantique et que j'aide des gens à traverser l'Atlantique, je suis un mentor. Et ça peut être très utile comme type d'accompagnement. Tu as déjà fait, comment est-ce que tu l'as fait? Et du coup, je m'inspire de comment tu l'as fait pour faire ma traversée aussi. Moi, quand on conseille les gens, on ne cherche pas à leur dire comment ils doivent faire. On leur dit qu'est-ce qu'on a vu autour, on écoute tout un tas de navigateurs et on le fait écouter sa petite voix. Au final, je ne pense pas qu'il y ait une manière d'être entrepreneur à succès. Je pense qu'il y a sa manière de l'être et il faut aller la chercher, la concevoir. Et pour ça, il faut des interlocuteurs. Et donc, c'est plutôt les coachs. Et à ce titre-là, il vaut mieux ne pas être un navigateur parce que sinon, le biais serait trop fort. Toutes les sensations que j'aurais eues pendant ma propre traversée, je les transposerais sur la tienne. Par exemple, si on garde l'exemple du navigateur, si moi j'ai traversé l'Atlantique à la voile et que j'ai adoré, je vais grave t'inciter à faire ça aussi parce que les sensations sont folles et tout, alors que peut-être que tu as envie d'autre chose au fond de toi. Nous, notre objectif, c'est vraiment que les gens aillent dans la direction dont ils ont la plus envie au fond d'eux, mais que parfois, ils s'autorisent même pas à penser, à réfléchir parce qu'ils ont trop de pression extérieure, d'injonctions qui sont héritées ou qui se mettent à eux-mêmes et qui sont plus en mesure de s'écouter. Et parfois, rien que de faire ça, c'est déjà très difficile. Bien sûr. Et ça suffit. Très bien. J'ai une dernière question alors qui me vient en vous écoutant. On parlait tout à l'heure de sportifs. Tu citais Rafael Nadal. Rafael Nadal, il a été entraîné et coaché pendant son oncle. Et comme beaucoup de sportifs, en fait, il a connu ce moment de « je dois changer de coach ». J'ai un moment où je dois changer de coach. Et du coup, la question, c'est quel est votre positionnement sur cette partie-là? Est-ce qu'il vous arrive des fois de dire à des gens, en fait, on t'a assez suivi, on n'a plus rien à te dire, va voir ailleurs? Ou est-ce que vous pensez que coacher une personne, un entrepreneur pendant toute sa vie, c'est possible? T'as envie d'y aller?
Bah, vas-y. Moi, je pense que tout accompagnement a une fin. Je pense que c'est à peu près la même logique que celle de l'entrepreneur qui, à un moment donné de la vie de l'entreprise, de 0 à 10 000, va ne plus être dans les bonnes sensations et être la bonne personne. Je pense qu'il y a un attachement qui se crée parce que c'est un lien qui est fort entre accompagnant et accompagné. C'est un lien très spécifique, très asymétrique, parce qu'on n'écoute qu'une seule des deux personnes. L'autre ne se livre pas. Mais c'est aussi très précieux. Donc je pense qu'on s'attache. Donc on a des trajectoires de long terme. Après, nous, on a 8 ans d'existence. On n'a pas atteint ce mur avec tous nos clients. Avec certains clients, oui, mais il y a des clients qu'on accompagne depuis le début de l'aventure et qu'on continue d'accompagner. On n'a pas encore atteint ce mur-là. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Je te réponds dans 30 ans. Mais il y a forcément un moment où, effectivement, l'écoute qu'on peut lui prodiguer n'est plus la bonne, où il pourrait s'enrichir d'une autre écoute avec plus de force. En 8 ans, il s'est passé beaucoup de scénarios différents. Il y a des gens qu'on a accompagnés depuis tout ce temps. Il y a des gens qu'on a arrêté d'accompagner parce que dans une saison d'accompagnement, il y a des objectifs au début et des objectifs à la fin. Et si tu te relances, si tu continues d'accompagner, en fait, tu te relances dans un nouveau cycle. En fait, c'est une multitude de cycles qui s'enchaînent avec effectivement une continuité affective dans la relation et une confiance plus forte. Donc, la personne se livre plus rapidement, fait plus confiance, prend plus rapidement aussi nos conseils, se sent moins en danger par les conseils qui sont donnés parce que la relation, elle est équilibrée et à une juste distance, parce qu'on prend une place qui est juste, qui n'est pas menaçante. Bien sûr. Il y a des gens qu'on a arrêté d'accompagner, qu'on fait une longue pause et qui sont revenus plus tard. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, tout existe si ça fait sens, si la relation, elle est saine. Oui, c'est possible. Et nous, on vit ça comme un compagnonnage. On se gaffe pas d'accompagnement parce qu'on veut que les gens restent bien dans nos vies, qu'on puisse avoir le temps de se briefer et de se débriefer et qu'on a envie de les suivre aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'accompagner des gens aussi qui sont pas dans des niveaux trop décalés de nos réalités et de nos valeurs, évidemment. Merci. Bah, déjà, un grand merci à toi, Mathieu, d'être venu jusqu'ici, d'avoir accepté de jouer le jeu. C'était vraiment un plaisir. C'est un plaisir de travailler avec toi et c'était un plaisir cet épisode. Merci, Félix, d'avoir joué le jeu, d'avoir découvert ce sujet. J'ai l'impression que ça t'a plu. Oui, il était trop bien. Si vous avez envie de parler à Mathieu, si vous avez des projets, si vous êtes intéressé par sa démarche, Mathieu, comment on fait pour te contacter ? Assez facilement, en fait, soit directement par LinkedIn, je réponds aux messages, soit en m'écrivant sur mon mail mathieu@themoonventure.com. Donc, soyez investisseur, start-up qui cherche des fonds, qui souhaite être accompagné, vous pouvez y aller. Je serai là et je vous répondrai. Tu as aussi une super newsletter, peut-être tu peux en parler ? Eh oui. Oui, j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an une newsletter qui est bimensuelle où je reviens sur le sujet de l'investissement par rapport à mon expérience de 13 ans en gestion de fortune, où je donne un peu ma lecture de l'investissement et j'essaye d'accompagner, de faire réfléchir, de stimuler les gens dans cette démarche qui est hyper importante puisqu'on travaille pour gagner de l'argent. Cet argent, autant qu'il soit bien employé et qui nous permette de vivre et de pouvoir réaliser des projets, d'avoir notre indépendance derrière. Comment elle s'appelle ? Rappelle-moi la newsletter. Arbitrage. Arbitrage. Ok. Et on te suit, comment on peut s'abonner sur Arbitrage ? Sur Arbitrage, en fait, vous pouvez en fait aller sur la page The Moon Venture. Il y a régulièrement des posts qui proposent des liens pour s'inscrire. Et sinon, en fait, vous nous écrivez assez simplement et on vous fait suivre tout ça. On espère que cet épisode de Punch Time vous a plu. Comme on l'a dit au début, vous pouvez également nous suivre sur notre newsletter mensuelle Punchline. Ce sont des articles un petit peu plus longs sur des thématiques choisies. En tout cas, on vous remercie d'être arrivé jusque-là dans l'épisode. On a hâte d'avoir vos feedbacks et vos commentaires. Évidemment, si vous êtes intéressé par un accompagnement pour discuter avec nous, contactez-nous directement sur nos LinkedIn. Et sinon, on vous dit un grand merci et à la prochaine pour un nouvel épisode de Punch Time. Merci à tous. Merci.